Bonsoir Adri. Bonsoir Lucien. On se retrouve sur un rooftop ce soir, un rooftop new-yorkais, une des villes les plus emblématiques du monde. On est ici parce que ça fait bientôt 10 ans que le réseau existe aujourd'hui. Quand je te dis que ça fait 10 ans, quel est le bilan? Positif, incroyable, inoubliable, aéronefil quoi. En 10 ans, en fait, je me disais qu'on allait faire ce qu'on a fait, mais sans vraiment comprendre ce qu'on disait. C'est comme un gamin qui, à 13 ans, dit je serai pro de football ou quoi que ce soit. Et le jour où tu l'es et tu gagnes la Coupe du Monde, si vraiment tu étais objectif, et le bilan, il est incroyable. Plus de 200 studios dans le monde, c'est des dizaines de milliers de personnes chaque semaine qui viennent dans les studios. C'est 90% du réseau qui est rentable. Aujourd'hui, être à New York, il y a des studios Aeronifit à New York. Et pour moi, c'est la ville la plus emblématique du monde. Aujourd'hui, vraiment, New York, c'est une signification pour moi qui est incroyable. Ça t'émeut dans une certaine mesure? Il y a certains moments où, quand j'y pense, quand on passe dans la rue et qu'on passe comme un studio Aeronifit à New York, ouais, ça m'émeut. Tu avais cette vision internationale depuis le début, et où est-ce que finalement c'est à force que ça suive son cours et que le développement se suive et que les opportunités se présentent que ça s'est fait? Si on l'avait depuis le début, c'est-à-dire que les États-Unis, par exemple, la FDA n'avait pas encore ouvert le marché. Le marché a été ouvert en 2019. Et en fait, au début, on nous dit le marché n'est pas encore ouvert. Et on avait cette vision. Et moi, dans ma réflexion, c'était au plus tard il ouvre, au plus on sera solide pour pouvoir venir aux États-Unis. On l'avait, mais en fait, si il y a 10 ans en arrière, tu m'aurais dit tu paries ta vie que tu vas le faire, je ne pourrais pas le... Je trouve que c'est très paradoxal, c'est-à-dire que tu y crois, tu sais que tu vas le faire, mais c'est tellement insurmontable que c'est pas... Et une fois que tu le fais, tu dis putain, je l'ai fait quand même. C'est un peu si je vais comparer avec ce qui se passe, l'émission qui avait pas très longtemps, la d'Inoxtag, où le mec, quand il a dit 1 an avant, je vais monter l'Everest, il s'est dit je vais le faire, mais je suis sûr que son état d'esprit, au moment où il dit c'est bon, dans 1 an je monte l'Everest, il y a une partie de lui qui se dit c'est l'Everest, c'est impossible. Il s'est même dit à un moment donné, et j'ai beaucoup aimé ce documentaire et du coup j'apprécie la référence, peut-être que je vais pas y arriver. Et ce mindset-là, alors dans ce personnage qu'il est, l'a amené aussi à relativiser la notion d'échec, tout en gardant à l'esprit l'envie de succès, puisque c'est ce qui nous anime. Dans quel état d'esprit t'es, toi, où t'as été ces 10 dernières années à pondérer l'envie du succès et la crainte de l'échec? Je pense que l'échec, je l'aime pas. J'aime pas perdre, j'aime pas l'échec. C'est un truc, mais vraiment, j'aime pas ça. C'est-à-dire que, il y a des trucs en développement personnel où tu dis oui, il faut apprendre à apprécier l'échec et tout ça. J'y crois pas trop, en fait. J'aime pas ça. Mais en fait, tu comprends que c'est un passage obligatoire pour l'apprentissage, pour la progression et tout ça. Donc, tu le vis. C'est comme ça vient là-dedans. Mais au plus tu grossis, au plus tu apprends à le pondérer. Pour être clair, l'année dernière, justement, quand on a pénétré le marché américain, on a une pénétration du marché américain, c'est compliqué. On a perdu quelque chose comme 2 millions d'euros. Et à un moment donné, donc j'étais dans un moment un peu compliqué. Je parlais avec un de mes conseillers, un de mes advisors, et qui m'a dit ok, qu'est-ce qui se passe là si t'échoues? En fait, j'ai été amené à relativiser, à me dire bon écoute, t'échoues, tu es pas aux États-Unis, tu t'es planté aux États-Unis. En fait, c'est pas la fin du monde. T'as peut-être perdu un peu d'argent, beaucoup. C'est pas qu'un peu de millions. Oui. Et en fait, après, tu dis mais il me reste le reste quoi. On a déjà construit quelque chose d'autre, tu vois. Le monde ne s'arrête pas de tourner et mon monde ne s'arrête pas de tourner. Et même si au final, tu perds tout, tu as appris, tu as développé et tu pourras faire autre chose. Donc j'aurais tendance à dire par rapport à l'échec, c'est que je l'aime pas, mais c'est une partie obligatoire. Il faut apprendre à le vivre en fait, à en tirer des leçons évidemment. Bon, ça c'est un peu bateau là comme réponse, mais parfois il faut apprendre à se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière un échec? Est-ce que c'est vraiment très grave, tu vois? Est-ce que d'un échec, je peux pas en tirer quelque chose de plus gros derrière ou quoi que ce soit? Là, le cas échéant, il y a forcément quelque chose de positif qui en est ressorti, puisque du coup le marché américain aujourd'hui est tel qu'il y a des studios à New York, des studios en Floride, et c'est pas terminé. Donc la preuve en est que même avec une difficulté à pénétrer ce marché-là, finalement c'est un marché qui existe, qui est stable, qui est solide et qui va se développer. C'est quoi la vision de développement pour les 10 prochaines années? Elle est claire, moi, dans ma tête. Alors, je le précise à chaque fois parce que, en fait, j'ai même pas regardé ce que ça veut dire, introduction en bourse. Je le disais il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, je pense que justement, les 10 premières années, c'était de la construction. C'était une sorte de validation. Parce que, tu sais, il y a des gens, il y a 10 ans en arrière, on me disait, ouais, mais est-ce que c'est un effet de mode? Donc, tu y réponds avec toute la naïveté et toute la croyance que tu peux avoir quand tu lances une boîte. Parce que je pense que s'il y a 10 ans en arrière, on se disait que c'était un effet de mode, on n'aurait pas fait ce qu'on a fait. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est une possibilité. Tu peux pas le savoir. Nous, avec tout notre cœur, on était persuadés que ça serait marché pour 20 ans, mais personne n'a la boule magique en fait. Et tu as juste une croyance, tu as juste un feeling en tant qu'entrepreneur. Donc là, les 10 dernières années, c'est une validation. Et justement, le marché américain, effectivement, on n'a pas échoué parce que là, il y a 10 studios qui sont ouverts et on a juste payé
un droit de douane important. Tu vois, on a payé 2 millions, c'est le droit de douane. Donc 10 premières années, on construit, on met des bases, on apprend, on se structure. Je me structure en tant que dirigeant à être prêt pour. Et les 10 prochaines années, pourquoi je parle d'introduction en bourse? Parce que pour moi, c'est le démarrage. Tu as une idée, tu vas au tribunal de commerce et tu crées ton cabis. Et entre guillemets, la finalité, tu fais une introduction en bourse. C'est un peu ma vision aujourd'hui d'un succès entrepreneurial. Et de manière aussi, au-delà de la stratégie, dans un aspect structurel, aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui sont ouverts. Quelle est ta stratégie sur ce point? Quelle est ta vision opérationnelle? Est-ce qu'il vaut mieux, dans ta vision, développer un pays qui est déjà ouvert et de le pousser à maturation et ensuite passer à un autre pays? Ou est-ce qu'au contraire, il peut être intéressant de donner l'opportunité d'ouvrir des pays, même si tant est que les marchés qui sont déjà ouverts ne sont pas encore matures? Justement, ça fait partie des difficultés qu'on a eues dans les 2 dernières années parce qu'on a ouvert plusieurs pays en même temps. Aujourd'hui, je te dirais, si ça tenait qu'à moi, je ne suis pas dans une course à l'ouverture de plein de pays. C'est-à-dire qu'on a un gros marché au Canada, on a un gros marché aux États-Unis, on a un gros marché en Europe avec les pays dans lesquels on est déjà implanté. Par exemple, si quelqu'un aujourd'hui m'appelle pour l'Asie, la Chine, qui sont des marchés colossaux, ça ne m'intéresse pas. Je ne dirais pas qu'on ne va pas saisir une opportunité si une opportunité se présente, mais j'ai des demandes sur l'Amérique latine, j'ai des demandes sur l'Asie, enfin j'ai des demandes. On a eu des discussions plus ou moins sérieuses avec des gens et aujourd'hui si j'avais à choisir, non, c'est plutôt se focaliser sur stabiliser ce qu'on a fait en Europe, développer les quelques pays qui sont en train de bien prendre comme l'Espagne, la Belgique ou le Portugal ou l'Angleterre mais par contre un gros focus sur l'Amérique du Nord. Mais je pense qu'en fait il va y avoir un autre boom, c'est que le marché de l'EMS il a commencé en Europe, en fait qu'on le veuille ou non. Là ça c'est une loi de marché, qu'on l'accepte ou pas. Les États-Unis, aujourd'hui, à l'heure actuelle, sont maîtres en termes de business et en termes de tendance et en termes de tout ce que tu veux. C'est-à-dire que l'EMS est nouveau aux États-Unis. C'est-à-dire que là, il y a eu un boom en Europe. En France, on commence à avoir un marché qui n'est pas mature, mais qui va commencer à se rapprocher de la maturité. Par contre, quand tu auras un boom aux États-Unis, ça fera une deuxième vague dans le reste du monde. Donc, le but, c'est de se concentrer sur les États-Unis et d'avoir plein de succès aux États-Unis. On le souhaite, évidemment. Puisqu'on parle justement de développement international, on n'oublie pas qu'il y a 10 ans, le réseau s'est construit autour d'un pays, qui est la France. Aujourd'hui, on a un concept Made in France avec une première MF, du coup, qui est le marché français. Aujourd'hui, le marché, tu l'as dit, est presque mature. On se retrouve avec aujourd'hui plus de 100 studios, 140 studios sur le territoire. C'est pas un succès incroyable, ça? Ah si. Et déjà, c'est une fierté parce qu'effectivement, on est le petit français, le petit poussé qui est aujourd'hui la seule franchise de MS présente dans plus de 2 pays. Et oui, effectivement, c'est 150 studios et ouais, c'est une belle fierté. C'est une belle fierté de faire partie des… Je crois qu'il y a 10% de franchises en France, si je dis pas de bêtises, qui ont plus de 60 unités. Et je crois que c'est même plus petit que ça. Tu sais, on est vraiment… on rentre dans la cour des grands des franchises en France. Et en plus, pour l'instant, il n'y a pas trop de visibilité sur un ralentissement de la croissance. C'est-à-dire que cette année, là, au moment où on se parle, on est déjà à 26 studios ouverts cette année. On est en train de faire la plus belle année. Et vu la structure qu'on est en train de mettre en place avec l'équipe, l'organisation, le dynamisme qu'il y a sur le marché, ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse mieux l'année prochaine. Justement, tu parlais des équipes et un peu plus tôt, tu as employé le terme dirigeant. Du coup, on va parler de Adri, le dirigeant. Il y a 10 ans, tu as monté un concept. Aujourd'hui, il est international. Il est plein de succès, il est vertueux. Quel dirigeant tu as été ces 10 dernières années et quel dirigeant tu veux être les 10 prochaines? Alors déjà, je ne l'ai pas monté seul, ça c'est important. eBay, déjà on est 3 cofondateurs. Il y en a un qui a arrêté assez rapidement. Et il y a aussi Johan avec qui on a bien développé ça ensemble. Et en fait, c'est important. On en parlait hier ou avant-hier avec quelqu'un. On s'est disputé que 3 fois dans toute l'histoire des 10 années. C'est rien. Oui. Et ça, c'est un truc qui a été important, tu vois, qui a favorisé mon développement en tant que dirigeant. Dans les 10 dernières années, je n'étais pas un dirigeant. C'est-à-dire que je suis président du groupe depuis 3 ans, là, un truc comme ça, là, 2 ans, 3 ans. Et je n'étais pas un dirigeant, j'étais un général en fait. J'étais sur le terrain. Je prends toujours l'exemple de Braveheart là, je sais pas si tu te rappelles avec Mel Gibson, la moitié du visage peint sur le cheval, le premier. J'étais plutôt un leader qu'un dirigeant. Aujourd'hui, depuis quelques années, je suis devenu dirigeant. Du coup, j'ai appris pendant les 7 dernières années, je me suis préparé à être le dirigeant que je suis aujourd'hui. J'espère être un bon dirigeant pour le groupe, pour le réseau, pour les équipes, pour toutes les personnes qui vont arriver. Mais il y a une part de moi qui aimerait être un dirigeant emblématique en fait. Soit on me pose la question humilité, pas humilité ou quoi que ce soit. Je pense que j'ai ce qu'il faut pour devenir un dirigeant emblématique. Et de toute façon, c'est ce qu'aura besoin eBay. C'est-à-dire que si je ne le suis pas, le plan des 10 prochaines années fera mettre quelqu'un qui le sera. Parce que si eBay doit aller là où il doit aller, il va falloir avoir un dirigeant emblématique, un dirigeant unique. Sur ce point, j'ai fait un petit tour du réseau. J'ai eu l'occasion d'aller visiter quelques franchisés, que ce soit en France ou à l'étranger. Le dénominateur commun de toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer, que ce soit des MF, des franchisés, des adhérents, c'est eBay a changé ma vie. Donc quand on remonte la chaîne de valeur aujourd'hui, on considère qu'un adhérent se fait changer sa vie par son franchisé.
Le franchisé se fait changer sa vie par son MF et du coup, par la force des choses, le MF se voit sa vie changer par toi. Ou en tout cas par ce que eBay a créé pour lui. Donc, dans cet état d'esprit de eBay change des vies, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je remonte à une discussion avec un gars qui s'appelle Thierry. On avait, je sais pas, 4 mois de création. Et en fait, le mec nous pose la question, il nous dit en quoi vous changez le monde. Donc, il y a Johan, moi, notre avocat, et ce mec-là qui nous pose la question. Mais il commence avec ça en fait. Il nous dit en quoi vous changez le monde. Et en fait, moi, à cette époque-là, ce qui se passe dans ma tête, le schéma qui se passe dans ma tête en une fraction de seconde, et ça va vite, mais à cette époque-là, pour monter eBay, moi, j'avais dû faire un peu de sacrifices personnels. Et en fait, ma femme vivait avec sa mère, mes enfants, pardon, chez sa mère. Moi, je vivais chez ma mère. Et en fait, à cette époque-là, une des choses que je voulais, c'était pouvoir payer le loyer à ma famille. Tu sais, là, j'avais que ça en tête en fait. Que ça marche, oui, mais en fait, pouvoir me payer et pouvoir assumer mes frais de famille. Mais sauf que quelques jours avant, ça c'est une histoire que je raconte tout le temps, mais qui est vraie. Quelques jours avant, j'avais une cliente, elle arrive au studio, je lui demande comment ça va aujourd'hui, elle me dit je suis heureuse. C'est cool, qu'est-ce qui te rend heureuse? On a toujours besoin d'une raison pour être heureux. Tu vois, on parle de bonheur et ainsi de suite. On a une expression pour dire je me suis levé du pied gauche, mais on n'a pas une expression pour dire je me suis levé du pied droit. Ouais. On a assez de facilité à se lever de mauvaise humeur, mais on n'a pas forcément de facilité à se lever heureux. En général, on a besoin de quelque chose, une bonne nouvelle financière, physique ou personnelle ou quoi que ce soit. Donc je pose la question à cette femme, elle me dit grâce à vous, je suis heureuse. Elle ne me parle pas d'abdos, elle ne me parle pas de trucs physiques en fait. Elle me parle de confiance en soi, elle me parle de pas avoir à choisir les vêtements qu'elle met le matin. Donc c'était une conséquence en fait du physique, tu vois, d'avoir perdu du poids. Mais à aucun moment elle me cite le fait d'avoir perdu du poids. Elle me dit le matin, j'ai pas besoin de regarder ce que je vais mettre et de réfléchir à ce que je vais mettre. Elle me dit je suis heureuse grâce à vous, merci. Donc le mec, je te refais la discussion, en quoi vous changez la face du monde? Connard, on cherche pas à changer la face du monde. On cherche juste à payer notre loyer. Tu sais, mais je dis ça, mais Johan, moi je rappelle combien de fois, sa femme qui l'appelait, je suis à Carrefour, la carte elle passe pas, tu sais. Et il lui disait laisse le caddie. Et je te promets, tu sais, c'est des histoires qui arrivaient tout le temps. Et donc le mec il nous dit ça, donc la première réflexion que tu as envie de lui dire c'est mais connard, on cherche pas à changer le monde, on cherche juste à faire notre vie, tu vois, et à pouvoir payer nos charges personnelles. Et du coup, je lui réponds, on rend les gens heureux. Et le mec a été très lucide parce qu'il savait que j'y croyais pas, tu sais. Donc on change le monde, comment on rend les gens heureux? Parce qu'en plus, on a cette vision que le changer le monde, tu sais, il faut faire une action mondiale. Oui. Mais on n'a pas cette vision du colibri là qui dit fais une petite action à quelqu'un et en fait, tu sais, ça peut avoir un effet papillon. Et il me dit en fait, une franchise, ça va être long, ça va être laborieux. Et en fait, il faut que tu aies une vraie mission. Et donc sur le coup, on le dit en se disant qu'on va le faire pour les clients et qu'on va changer la vie des clients. Mais en fait, de façon assez naturelle, vu qu'on commence à se mettre ça en tête et ainsi de suite, ça devient énorme. En fait, on doit changer la vie de tout le monde. Tu peux pas rendre les gens heureux si toi, tu es au bout de ta vie de travailler au quotidien. Tu peux pas rendre les gens heureux dans les studios si les franchises sont pas heureux. Et en fait, c'est là où c'est pour ça que j'aime beaucoup la franchise. Parce que c'est vraiment une chaîne. C'est vraiment un gagnant. Tu sais, tout le monde doit gagner si tu veux qu'une personne gagne. Donc, c'est valable financièrement, mais c'est valable là pour une question de bonheur en fait. Et si tu veux que le client soit heureux, il faut que le coach soit heureux, il faut que le franchisé soit heureux, il faut que tes équipes dans la tête. C'est pour ça, tu sais, quand on dit moi, oui, évidemment, j'y ai insufflé ça et je suis le gardien de cet ADN. En fait, ça a été ça. Ça a été de dire qu'est-ce qui rend heureux un entrepreneur. C'est de s'épanouir, de sentir qu'il contribue à une cause. Parce que il y a 250 personnes qui passent par semaine dans son studio. Les équipes, tu sais, parfois on a un peu de turnover. On n'a pas forcément beaucoup de personnes qui ont fait 10 ans à bosser chez nous parce que c'est hyper intense. Parce qu'on a beaucoup de pression et on a des centaines de franchisés qu'il faut rendre heureux. Qui eux ont des dizaines de milliers de personnes qu'il faut rendre heureuses. Donc ouais, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on essaie de garder en tête. Et du coup, même soi, tu sais, c'est l'histoire de mais moi aussi je dois être heureux en fait. Je dois vivre, et moi, tu vois, c'est une des missions depuis mes 10 dernières années, je dois le vivre. Tu sais, je peux pas être le cordonnier de mon bien chaussé. C'est valable au niveau physique, c'est valable au niveau mental en fait. Et c'est pour ça que je parle d'ikigai depuis quelques temps. Parce qu'en fait, moi, c'est mon ikigai. eBay, c'est mon ikigai. Parce que le secteur de la franchise, je m'y reconnais là-dedans. Le secteur du bien-être physique et physiologique, parce que ça a changé ma vie. Moi, il y a un avant-après que les gens ne savent pas que c'est moi forcément, qui est dans tous les studios. Ouais, moi j'ai… tu regardes ma gueule il y a 10 ans, tu regardes ma gueule aujourd'hui, mon physique, ça a changé. Donc ouais, vraiment, on rend les gens heureux et du coup, moi, ça me rend heureux en tout cas. Tu parlais un peu plus tôt de la notion de sacrifice. Tu l'as vécu. Chacun à son échelle aussi peut, doit le vivre dans un parcours entrepreneurial. Ça est un petit peu en lien avec la notion d'échec qu'on évoquait précédemment. Mais pour vraiment revenir à cette partie entrepreneuriale et du coup… l'envie d'entreprendre et du coup la nécessité de pouvoir faire des sacrifices. Quand on se parlait l'autre jour, je te parlais de la théorie des 5 piliers. Il y a une théorie qui dit qu'on a 5 piliers dans la vie. La famille, le travail, l'amour, la passion et l'amitié. Ces 5 piliers-là, ils sont importants dans ta vie parce qu'ils créent ton équilibre. Sur ces 5 piliers, il est d'usage de dire que tu ne peux pas être à 100% sur les 5. C'est impossible.
que dans la mesure du possible. Et si tu as envie de te concentrer sur un pan important de ta vie et que tu as envie d'être à 100% sur ces piliers, tu ne peux assumer que 2 piliers au maximum simultanément. Le travail et l'amour, l'amitié et la famille, les passions et le travail, bref. Créer cet équilibre-là où tu vas être du coup à 100% sur l'un et malheureusement à moins de 50% sur les autres. Bon. On imagine qu'un parcours entrepreneurial, dans un parcours entrepreneurial, tu vas avoir cette période où du coup tu vas mettre le travail à 100%. Et ça implique forcément d'être un peu moins impliqué dans le reste. Comment aujourd'hui on peut arriver aussi à véhiculer un message positif vis-à-vis de ça, donner de la force et de la compréhension vis-à-vis de cette notion de sacrifice qui va durer un temps et qui est important à souligner, puisque quand on se lance dans une aventure, il faut être suffisamment fort pour assumer les conséquences de réduire un peu la voilure sur les autres piliers. Déjà, mon travail, c'est ma passion. Donc le travail et la passion, pour moi, ont été mélangés. Donc en fait, moi, par exemple, par rapport à l'amitié, j'ai mes amis de jeunesse avec qui je suis toujours en contact, mais que je vois peut-être une fois dans l'année et que du coup, je vois pas. Donc oui, effectivement, les soirées play, soirées match, soirées tout ce que tu veux, je les ai oubliés. Mais du coup, j'ai créé des amitiés dans mon boulot. C'est-à-dire que les gens avec qui je bosse sont devenus des amis en fait. Alors c'est un grand terme, amis, potes, oui. on utilise le terme qu'on veut. Moi, ça a été donc plutôt un équilibre, un choix entre deux choses. Du coup, ma famille, ma femme et mes enfants et mon boulot. Du coup, parfois je vais en équilibrer certains. Des fois, je vais plus équilibrer d'un côté, parfois plus de l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on sous-estime beaucoup l'implication dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'au début, quand on monte une boîte, on dit à son conjoint ou à sa conjointe, c'est bon, t'inquiète pas, je vais bosser dur pendant 6 mois et dans 6 mois, ce sera fini. C'est pas vrai. C'est là où on se trompe un petit peu souvent et il faut réussir à trouver l'équilibre. Mais en tout cas, moi, pour ma part, je me suis concentré juste sur les deux, sur ma femme, mes enfants et mon entreprise. Et j'essaie de trouver mon équilibre là-dedans. Vraiment, les amis, je te dis, on est un peu en contact, on est hyper connectés grâce à WhatsApp, tout ça. Mais ouais, les soirées play, les soirées match, tout ça, c'est l'histoire ancienne en fait. Mais parce que c'est OK pour moi. J'en ai pas besoin pour m'épanouir. Je pense que chacun doit trouver ce qu'il a vraiment besoin pour s'épanouir. Et ça, c'est une grosse introspection qu'on doit faire en fait. Mais c'est valable pour l'entrepreneuriat comme pour n'importe qui, pour la vie en fait, pour n'importe quoi. C'est de faire une vraie introspection, de se demander de quoi j'ai besoin. Et autant ce que tu as besoin aujourd'hui n'est pas ce que tu auras besoin dans 5 ans en fait. Tu comprends? Donc ça répète. Je pense que ce concept des 5 piliers, il faut se le poser peut-être une fois par an. Et tu vois, moi par exemple, je fais un truc depuis quelques années. Je fais un bilan à la fin de l'année. Donc je me suis écrit ça là, moi je fais ça. Et chaque année, je fais un bilan sur ce que j'ai accompli, les personnes que j'ai rencontrées, les manques, Et du coup, ça m'aide déjà à relativiser un petit peu mon année. Parce que parfois, tu dis, ton année a été pourrie, mais en fait, tu te rends compte que non, pas tant que ça. Et à te demander sur quoi je dois me concentrer pour l'année prochaine. Quel va être un peu mon focus pour l'année prochaine. Là, cette année, par exemple, clairement, ça a été l'entreprise. Donc, tu vois, par exemple, moi, ma femme, mes enfants sont en France. Moi, je suis aux États-Unis depuis quelques temps. Je suis sans eux. Mais du coup, vu que je savais que c'était une priorité, tu l'abordes pas de la même façon et tu l'abordes aussi avec ton entourage, tu vois. Et mes amis le savent. Et par contre, quand je suis en France, je leur dis, les gars, je suis là, on se voit au moins une soirée, tu vois. Et ils m'en veulent pas. Ils me disent pas en mode. Oui. Ouais, tu nous snobs depuis que tu as ton entreprise, ça ou quoi que ce soit. À l'image du réseau, il y a beaucoup d'histoires de famille en fait dans le réseau Iron Body Fit. Tu l'as dit dans un premier temps, le meilleur conseil c'est d'avoir un métier passion. Et donc du coup, si tu es passionné par l'entrepreneuriat, déjà tu vas pouvoir fusionner 2 piliers et du coup ça devient plus supportable. Et du coup, il y a un autre pilier qui est la famille. Et il y a dans le réseau des histoires intéressantes de familles qui ont monté ce projet entrepreneurial ensemble, des couples, des enfants parents. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples emblématiques justement de ce projet familial qui a été monté à travers Iron Body Fit? On en a pas mal, ouais. On a par exemple Piste et Meline, qui sont les masters français québécois, qui ont fait une reconversion. Alors eux, en plus, c'est vraiment une reconversion, c'est une belle reconversion, c'est-à-dire dans le sens où ils étaient pas vraiment entrepreneurs, même pas du tout entrepreneurs, ils n'avaient pas forcément le profil. C'est-à-dire que si quelqu'un avait dû les rencontrer, on devait dessiner là le profil de l'entrepreneur, c'était pas forcément eux. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'ils m'ont dit, on se reconnaît plus dans notre métier aujourd'hui, on reconnaît plus le pourquoi on s'est lancé dans ce métier. Ils avaient tous les deux le même métier. Et ils m'ont dit, donc on cherche quelque chose qui nous ressemble plus. Eux, ils ont monté un studio, après ils sont expatriés, ils sont partis avec leur fille. Ça demande beaucoup de courage. Ils sont partis au Québec. Aujourd'hui, ils sont successful en tant qu'entrepreneurs, ils sont successful dans une expatriation. Donc ouais, je pense à Piste et Meline, je pense à Sacha et son père qui ouvrent des studios. Là, je sais même plus à combien ils en sont parce qu'ils doivent être à 4-5 studios en l'espace de 2 ans. Il y a les 2 frères aussi Kogan que j'ai rencontrés il n'y a pas très longtemps. Et ce qui est incroyable aussi avec le développement,
c'est que il y a des franchisés, alors je sais plus combien ils en ont là tous les deux, mais ils doivent avoir 3 studios et je leur ai parlé pour la première fois il y a un mois et demi. Ils sont allés hyper vite, ils ont ouvert tout en 1 an là. Et donc on a une histoire de 2 frères, on a une histoire de couple, on a une histoire de parents-enfants, on a une histoire de couples qui sont créés chez Iron Fit. Je pense à Marion et Alex qui se connaissaient pas, qui sont créés. Il y a de l'épanouissement entrepreneurial ou pas parce que tout le monde n'est pas entrepreneur, mais il y a de l'épanouissement familial dedans. Ouais. Et ça c'est cool. Tu vois, c'est un point que j'aurais pas forcément mis en avant. Tu sais, j'essaie d'insuffler en fait, et tu vois, ça, là c'est involontaire. Je suis famille. C'est-à-dire que, alors il y a plein de points où on te dira je suis pas famille parce que j'ai une distance émotionnelle sur plein de choses là. Ouais, je crois à ça. Je crois à la force du mariage, des enfants, tu sais, d'éduquer des enfants. Donc du coup, ça s'est insufflé dans le réseau et du coup, ouais, on a des gens qui travaillent en famille. J'avais pas fait attention à ce point-là. Hyper intéressant. C'est ce qui m'a tout de suite frappé. C'est en fait, tu as envie de te lancer dans une aventure entrepreneuriale. Tu es un couple, par exemple. Tu te dis, bah tiens, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire demain? Est-ce qu'on peut pas le faire ensemble? C'est une question intéressante à poser. Ouais, mais il y en a plein en fait. Là, maintenant que tu me dis ça, ouais, j'en ai plein qui viennent en tête là, du coup. Là. Oui. J'ai Romain Flavie, j'ai Jérémy Delphine. En fait, il y en a plein. Ouais, incroyable. Bah, c'est significatif aussi tu vois, de cette envie d'insuffler quelque chose, tu vois, dans sa vie. Et des fois, ça se vit à plusieurs. Et il y a une question intéressante qui est souvent posée au commun des mortels, c'est est-ce que tu pourrais travailler en couple? Et ça, c'est souvent une question qui revient et qui, du coup, dans une certaine mesure, pousse les gens à essayer. Et ça se passe super bien. D'autres qui savent que vaut mieux pas essayer et qui se lancent pas. Et c'est OK aussi. Mais dans tous les cas, ça revient au sujet de la question précédente, qui est de dire ça change des vies. Parce que d'un couple qui, par exemple, se sentait pas très bien dans sa carrière et qui, d'un coup, a envie de lancer une aventure et que peut-être 2-3 ans après succède, c'est un truc de dingue. Oui, c'est vrai, parce qu'en plus, quand c'est toute une famille, il y a toute une famille qui est impactée, ouais, c'est vrai. Alors, on a changé d'environnement parce qu'on voulait aussi vous faire profiter de la vue avec l'Empire State Building. Encore une fois, très emblématique. J'aimerais qu'on aborde des sujets un petit peu plus légers, parce que tu le disais plus tôt, le réseau est grand, il y a beaucoup de monde, et du coup, tout le monde ne te connaît pas. J'imagine que tu connais, et tu nous l'as pitché en convention il y a peu de temps, puisque tu avais fait venir un intervenant qui nous avait fait une superbe intervention sur scène sur le concept des couleurs. Quelle couleur es-tu? Moi, de façon naturelle, on a tendance à dire que je suis rouge foncé. Alors déjà, il y a une distinction entre le Adri dans un milieu maîtrisé et Adri dans un milieu non maîtrisé, et Adri dans un milieu professionnel et dans un cadre privé. Mais oui, j'ai tendance à être très orienté performance et résultats, et en professionnel être extraverti. En fait, c'est très marrant parce qu'en personnel, je suis très introverti, très orienté plutôt personne. Mais il y a une partie de moi, et tu sais, c'est un peu cette dualité où je suis humble, mais je pense que je suis unique. Et je sais pas pourquoi il y a une partie de moi qui me dit que je suis, je dois être un des rares qui est multicolore. Mais c'est possible, parce qu'en plus, il y a une théorie selon laquelle il y a le naturel et l'adapté. Et en plus, il est hyper évolutif. Tu changeras peut-être de couleur avec le temps, ou tu as peut-être aussi... c'est comme l'histoire des astres avec tu vois, les signes astro et puis les ascendants. Ça évolue en fait en fonction du temps. Est-ce que toi, tu as évolué ces 10 dernières années dans ta personnalité, dans la personne que tu es? Ouais. Tu as dit physiquement tout à l'heure déjà, ça c'est OK? Ouais, physiquement, c'est ouf. Tu vois ma gueule il y a 10 ans, c'était... Il y a un problème. un problème carrément. Il y avait un problème dans l'équation. Ouais, j'ai évolué. D'ailleurs, c'est très marrant parce qu'il y a 2 ans à peu près, j'avais un investisseur qui m'a fait faire un... Alors, c'est pas un test disque là, mais c'est un test dans ce style-là, là, un test en milieu professionnel. Et à un moment, il me pose la question, il me dit, je sais plus comment il m'a posé cette question-là. Et je lui dis que j'étais en train de passer dans une phase en fait. Mais au début, tu es un faiseur. Donc, ce que je disais tout à l'heure, quand tu es un faiseur, tu es là, tu vas sur le terrain, tu es un guerrier, et ainsi de suite. Avant, j'étais très tolérant. J'étais un animateur réseau, j'ai animé les premiers franchisés. Donc, il peut me dire ce qu'il voulait, je prenais, j'encaissais, t'inquiète, blablabla, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, je suis un dirigeant. C'est-à-dire que j'ai des membres de mon équipe et je dois les rendre performants. Et donc, du coup, je suis beaucoup moins tolérant et je veux que les choses soient faites rapidement, que ça performe, et ainsi de suite. Et ça se ressent parce que j'accompagne encore des franchisés. Et ça se ressent parce que j'ai l'impression que Adri, il y a 10 ans en arrière, qui accompagnait des franchisés, était, je sais pas comment dire ça, plus tolérant, plus accompagnant, plus policé, plus... Et aujourd'hui, étant donné la grosseur du truc, étant donné le nombre de personnes, et au début, tu dois faire. Après, tu dois faire. Maintenant, tu dois faire. Ouais. Il y a des niveaux de... Donc, tu sais, au début du truc, ça perd du temps, ça ne performe pas, au plus ça se dilue dans le développement, tu vois. Donc j'ai l'impression d'être un peu moins patient, un peu moins policé, un peu plus brut. Je fais des choses que je ne faisais pas avant. Avant, j'étais très bon dans l'écoute et ainsi de suite. Et là, il y a des fois, il y a des personnes qui me parlent. Tu sais, ils commencent à me parler, je sais où ils veulent en venir.
Je l'ai compris très rapidement, et je les coupe, c'est mal poli, et je m'en rends compte. Et je leur dis, désolé, je te coupe. Ouais, viens, on va droit au but, parce qu'il faut aller vite, c'est bon, tu me fais perdre mon temps, tu fais perdre le tien. J'ai compris, viens, on y va, on va droit au but, et c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée, mais viens, on y va. Alors qu'avant, j'étais. Et je pense, c'est ce qui a fait qu'il y a plein de gens qui ont eu envie de me suivre, hein, c'est que je prenais du temps pour l'écouter. Tu sais, c'est important. Tu lis le livre sur comment se faire des amis de Carnegie, où on te dit prends le temps d'écouter les gens, prends le temps de faire attention à eux, oriente-toi vers eux et ainsi de suite. Et des fois ça me fait un peu peur parce que je me dis, tu sais, il faut redescendre un peu ton piédestal à te dire, je sais pas comment dire ça. J'ai envie que les choses passent comme elles doivent se passer dans mon instinct et ça doit avancer et on ne doit pas perdre de temps. Donc j'ai pris de plus en plus confiance en mon instinct et en ma capacité de déduction. Par contre, comme je t'ai dit la dernière fois, tu m'as posé une question, je t'ai dit, moi je m'en fous. Mais je cherche des personnes dans l'équipe qui s'en foutent pas et pour qui ça a de l'importance. Donc j'ai quand même cette capacité de faire confiance à des personnes sur certains sujets. Mais quand il y a des sujets où je sais, où mon instinct sait, perdons pas de temps et avançons. Et c'est frustrant pour certaines personnes parce que je le vois, je le sens la frustration, mais j'ai pas le temps de m'en accommoder et j'ai pas le temps d'arrondir les angles. Soit tu es prêt à comprendre que l'angle va être un peu pointu et piquant, et c'est ok. Soit tu as envie que ce soit policé et je pense que tu n'as pas ta place dans ce cercle-là à ce moment-là. Que ce soit le réseau, mais aussi l'équipe a vachement grossi. Donc aujourd'hui, du temps et de l'écoute, tu en donnes du coup à tes équipes, que ce soit sur la France, sur la Corp, mais maintenant aussi aux US. Donc ça fait un paquet de monde du coup à gérer, qui eux aussi de leur côté vont avoir du monde à gérer. Et du coup sur ce point, est-ce que tu considères que tu es plutôt facilitant dans le sens où tu es quelqu'un qui délègue facilement ou pas trop? Non, je délègue beaucoup. Alors des fois j'ai l'impression que de donner, parce que je sais que j'ai entendu plusieurs fois des trucs comme ça. Mais non, je suis quelqu'un qui délègue beaucoup et très vite. C'est même désarmant pour certaines personnes que les différentes distinctions d'âge. Peut-être qu'il me faudrait une analyse extérieure pour le voir, mais non, je pense que je suis quelqu'un qui délègue beaucoup. Et donc tu fais facilement confiance aussi, et c'est ça qui est intéressant. Ah, moi je fais confiance tout de suite. Je suis vraiment dans une logique où je te fais confiance, même limite, alors c'est pas conscient, mais tu sais, je pourrais te donner une occasion de me trahir. Comme ça, on est vite fixé en fait. Tu sais, les choses sont vite réglées, on est vite fixé, on sait si on peut avancer ensemble ou pas. Dans ma vision des choses, on n'a pas le temps en fait de se tourner là autour et de s'analyser pendant des... Viens, on fait et on verra bien en fait. Ça marche pas, c'est parce que t'es un con, je suis un con, on est tous les deux des cons et c'est pas grave. Chacun dans notre environnement autre, on sera pas des cons, tu vois. Quelle est ta plus grande qualité que dit ta femme de toi? Je sais pas. On joue pas trop ce jeu là de se dire des compliments, elle et moi. Alors la raison aussi de la question, c'est parce que finalement c'est aussi la personne la plus proche de toi, et tu le disais tout à l'heure, il y a le Adri finalement aussi sur le terrain professionnel et puis le Adri à la maison. Aujourd'hui elle te connaît depuis des années, vous êtes mariés depuis des années, donc elle a ce recul peut-être sur toi. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'elle peut dire de toi de manière positive? Je sais pas, c'est une bonne question, je lui pose. Je pense que si elle devait donner une qualité, je pense qu'elle dirait... alors c'est un reproche qu'elle me fait. Ah, mais un reproche qualité. Mais du coup, c'est une qualité. Okay. Je suis trop généreux. Ok. Et pour moi, on ne peut pas être trop généreux. Okay. Donc la générosité. Est-ce que ça t'a joué des tours? Ouais, évidemment. Tu vois, ça, c'est un truc hyper important pour moi. Pour apprendre à me connaître, ce truc-là de générosité, je pense qu'on ne va pas être généreux en disant je vais le contrôler parce que je veux pas que ça me joue des tours. Non, c'est OK. En fait, quand tu es généreux, tu dois savoir qu'à certains moments, tu sais, ça va te jouer des tours. Alors après, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle jouer des tours, mais c'est OK, tu sais, ça va avec la générosité. Tu dois le prendre avec en fait. Tu vas donner 10 fois, 9 fois, tu vas avoir des trucs extraordinaires et une fois, tu vas avoir une merde, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Mais oui, je pense que tu vois, si on lui demandait, elle trouve justement que ça me joue trop de tours et ainsi de suite. Et alors du coup, un truc que tu n'aimes pas chez toi et que potentiellement ta femme non plus n'aime pas chez toi? Ma colère. Je gère très bien mes émotions, mais pas la colère. Ça va avec le rouge écarlate du coup? Ouais, exactement. Ouais. Des situations professionnelles dans lesquelles ça... Alors, il y a deux choses. Il y a aussi le fait professionnel, ouais. Mais tellement en fait, c'est devenu même un mythe, tu sais, chez eBay, le Adri qui crie et tout ça là. Ah ouais. En fait, il est arrivé quelques fois, mais du coup, tu sais, c'est devenu un mythe. Donc du coup, ça m'a servi pour affirmer un peu d'autorité à certains moments, parce que les gens, tu sais, c'est en mode ouais, putain, faut pas qu'il crie ou quoi que ce soit. Alors, j'ai tendance à parler fort et vite. Parce que je suis un peu sourd. Par exemple, il y a plein de gens qui ne le savent pas, là, qui vont regarder ça et qui vont se dire qui vont comprendre. Si on a été en soirée ensemble et que tu m'as parlé, c'est sûr que j'ai rien entendu. C'est sûr. Mais par contre, je suis très bon. Tu sais, je fais le... Bah oui, c'est pour pas me blesser. Ou mais mes potes, mes vrais potes le savent, là. Je pense à certains potes, là, eux, ils savent. Ils savent qu'en boîte, en soirée, il ne faut pas me parler parce que j'entends rien. Mais du coup, j'ai tendance à parler fort, un peu vite, un peu avec des gestes. Et des fois, je me dispute pas, mais en fait, tu sais, je débat, là, je rentre dans un truc qui fait que, tu sais, j'ai une posture qui est dérangeante pour la personne en face. Mais j'ai un problème avec la colère et je pense que tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au plus j'ai évolué avec la boîte, au plus j'ai pris des responsabilités, au plus j'ai laissé cette colère s'ouvrir
sur plusieurs sujets, mais au plus, je crois, je me suis donné une légitimité à l'être. Et tu vois, ça, c'est un truc qui me dérange. Donc, j'y travaille là depuis quelques temps, là. Plus laisser la colère me submerger. Et ça, pour le coup, c'est un truc que ma femme ne supporte plus du tout, que je mette en colère avec elle. Qu'est-ce que tes équipes disent de toi? Devant moi du bien, devant mon dos du mal. Je crois pas. Hein. Je pense que c'est plutôt au contraire, moi, si je devais résumer un peu moi le sentiment que j'en ai depuis les quelques jours aussi de mon arrivée, c'est que c'est plutôt transparent. Et ça, c'est hyper sain dans une entreprise. Je l'ai rarement vu. Et donc, je pense qu'au contraire, si tu as une idée de ce qu'on pense de toi, je pense que c'est la bonne. Et du coup, c'est laquelle? Je pense que je suis, pour les équipes, entraînant. Je pense que c'est ça, c'est qu'ils ont envie de me suivre. Et le jour où un membre de l'équipe n'est plus performant ou quoi que ce soit, c'est qu'il n'a plus envie de me suivre. Comment on laisse un collaborateur partir? En lui ouvrant la porte. Laisser partir un collaborateur qui veut s'en aller, c'est toujours difficile, surtout quand il est bon et que tu as envie de le garder. Et que... J'ai jamais laissé un collaborateur partir, je l'ai poussé à partir, que ce soit en positif ou en négatif. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont envie de partir parce qu'ils ont envie de s'accomplir et faire autre chose, mais justement, parce que, donc là c'est dans le cadre où tout va bien et ainsi de suite, ils ont toujours le sentiment de t'abandonner et du coup j'ai l'impression que j'ai un bon feeling à le sentir et c'est moi qui vais le ou la pousser, à dire tiens vas-y fais ce que tu as à faire en fait. Et quand c'est en mal, parce que l'un ou l'autre se sent pas bien, de la même manière c'est aussi moi qui a amorcé le truc. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes de l'équipe, si ça m'arrivait et j'en ai quelques-uns en tête là, mais c'est pas beaucoup, c'est une minorité qui sont de eux-mêmes venus me voir. En général c'est moi qui l'ai senti. Je te dis en positif ou en négatif. Après en positif, tu sais, il y a des gens extraordinaires, tu vois, quand je parle de bonheur, de s'épanouir et ainsi de suite. Si son bonheur n'est plus d'être là et de faire autre chose, c'est ok. Bah ouais, évidemment. Tu sais, il n'y a personne qui t'appartient en fait. Un jour, moi j'ai compris que mes enfants ne m'appartiennent pas et qu'ils feront ce qu'ils ont envie de faire. Donc tu sais, un membre de l'équipe, c'est un membre de l'équipe. Il est là pour un temps et il est là pour le temps que, même lui peut-être ne le sait pas, mais si il ou elle doit partir, c'est bon, c'est ok. Au contraire, je lui souhaite tout le bonheur à l'extérieur et qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire, ou elle. Au même titre que... Il peut être des fois dans la vie d'une entreprise de laisser partir quelqu'un. Il y a aussi des moments où on laisse entrer des personnes et qu'on recrute. C'est souvent très positif. Comment tu sens, toi, tes recrutements? Comment tu sens la personne te dire c'est bon, elle est validée? Il y a plein d'histoires d'ailleurs. Tu vois, quand je parle de dualité, j'ai un truc où j'ai pas envie d'être mis en avant et ainsi de suite, mais j'aimerais faire. Un de mes rêves là, c'est qu'il y ait une série Netflix sur l'histoire d'eBay ou sur mon histoire. Okay. Ça, j'aimerais bien, vraiment. Parce que tu as des choses à dire. Et donc, du coup, à un moment donné, je commence à écrire parce que je voulais écrire un livre. Parce que je me dis que quand on s'est lancé, nous, je trouve que les entrepreneurs manquaient maintenant beaucoup moins. Parce qu'il y a plein de trucs. Mais bon, maintenant, faire le tri au milieu de ce qui est bien et ce qui est nul, là. Je voulais écrire un livre parce que je trouvais qu'il manque ça, tu sais, quand tu te lances. Mais la vraie histoire. Pas l'histoire que tu racontes parce que c'est ou parce que c'est ce que tu te rappelles. Notre cerveau a trié des informations, ouais. Tu vois. Et donc je prenais des notes au fur et à mesure de notre histoire sur des moments de ce qui s'est passé pour nous. Et donc aujourd'hui j'ai envie de faire une chaîne YouTube plutôt en format en fait livre. Format livre. En fait je vais raconter l'histoire de eBay, de moi, de la franchise. Donc au passage pour donner des conseils à des gens qui veulent monter de la franchise. Tu sais, je ne donnerai pas de conseils pour monter un restaurant, je connais rien. Mais pour monter de la franchise aujourd'hui je pense que j'ai une petite expertise à partager. Et donc, du coup, c'est un des sujets que je voulais évoquer. Parce qu'en fait, il y a tout un mythe pour moi autour du recrutement. À mon sens, hein, c'est que mon analyse. Et je pense qu'on peut bien recruter ou mal recruter, et ainsi de suite. Pour moi, il n'y a pas de bien ou mal recruter. Moi, je suis plutôt dans une logique, on y va en fait. Et comme je te disais, c'est OK. Si c'est pas bien, c'est pas grave. La personne peut repartir et en fait, peut rebondir ailleurs. Il faudra juste que ce temps qu'on aura passé ensemble soit bénéfique pour la boîte et pour la personne. Mais moi, j'y vais très vite en fait. Et j'y vais à l'instinct. Tu vois, par exemple, toi, aujourd'hui, tu as intégré l'équipe. Au moment où tu me le proposes, je le veux pas parce que la partie rationnelle de mon être, il y a tout un tas d'éléments qui font que c'est compliqué par rapport à des... C'est structurel là. Ouais, au niveau structurel, c'est pas bon. À ma décharge, t'as dit je voudrais quelqu'un comme Alicia. Non mais oui, mais il y a des éléments personnels qui font que c'est compliqué. Oui. Et tu utilises ces éléments personnels pour me convaincre. C'est vrai. J'ai mon instinct sur le moment qui me dit OK. D'ailleurs, je te dis OK au téléphone. Je sais où on est quand on a la discussion. Je sais, là, je me vois avant notre discussion. Et j'ai OK. Une semaine après, parce que maintenant, on est obligé, dans ma posture, là, je dois avoir une... Je me suis dit qu'on allait se structurer en tant qu'entreprise et tout ça. Donc, tu sais, je m'oblige à avoir une réflexion structurelle là et qui me dit, je sais pas, une semaine ou 15 jours après, je suis pas sûr de ce que je viens de faire. OK ? Ça peut t'arriver, ça. Toi qui as un rouge. Mais tout le temps, mais bien sûr. Tu sais, si tu doutes pas de ce que tu fais, en fait, ce que je te disais, c'est t'es sûr de toi, tu y vas. Mais en fait, au milieu, là, tu te poses des questions, t'es obligé, tu sais. Mais c'est sûr que t'es multicolore. Ben, j'en sais rien, mais c'est sûr. Je m'en pose tout le temps, plein de questions. Alors non, mais c'est l'intelligence émotionnelle du rouge que de savoir aussi se remettre en question, parce que le rouge écarlate ne se remet pas en question.
Et ça veut dire que toi, tu le fais et tu t'interroges sur est-ce que là, ce que j'ai décidé, c'est quelque chose de bien. Ouais, ben si, tu es obligé. Ok. Mais alors des fois, bon, parce qu'en fait, ça a mis du temps entre le moment où on s'est parlé et Oui. au moment où tu rentres en vrai. poste. Et donc, je suis assez spontané. Tu sais, c'est ouais, ok, tac, À on y va, l'instinct. on y va à l'instinct. Et là, tu vois, j'ai dit il y a pas longtemps, là, je te fais une révélation là, devant la caméra. Mais il y a pas longtemps, je plaquais de l'équipe, j'ai dit incroyable l'intégration d'Alicia. Donc, je suis très content de t'avoir dans l'équipe. Merci. Et je pense vraiment que tu vas apporter ce que la boîte a besoin là, à ce moment-là. Là. Vraiment, on en a vraiment besoin. Je suis très très content que tu aies intégré l'équipe. Donc du coup, tu sais, j'y vais à l'instinct en fait. Alors que si j'avais dû poser les facteurs, j'aurais pris un board, à qui j'aurais posé les éléments, je t'aurais pas recruté. Le board m'aurait dit non, parce que pour des éléments factuels et ainsi de suite. Sauf que j'ai suivi mon instinct et ton instinct se développe en fait avec le temps. En 10 ans de boîte, avec eBay en tout cas, tu développes un instinct. Et je pense qu'un mec qui va monter un restaurant, qui est bon, je sais, je parle des restaurations. Moi j'ai une grosse peur des restaurants parce que mon père avait de la restauration et c'est un métier qui me. Mais tu as des mecs qui vont monter 10 restaurants, les 10 restaurants vont les réussir. Ils ont créé cet instinct de savoir bon emplacement, pas bon emplacement. Est-ce que c'est le bon thème, c'est pas le bon thème, tu vois, de restauration et ainsi de suite. Et moi aujourd'hui là, je dis souvent que je suis pas un bon recruteur parce que je rentre pas dans des standards de recrutement traditionnels. Tu sais, avec une checklist, avec Oui. une fiche de poste. Je sais pas faire une fiche de poste. En fait, je m'en tape de faire une fiche de poste. Je lis pas de CV. J'ai jamais lu de CV. D'ailleurs, je sais même pas c'est quoi ton CV. J'en ai rien à cirer. Moi, je suis plutôt à recruter un C'est vrai? aide, faire avoir. Ben oui, totalement. T'as pas lu mon CV? Non, pas du tout. Mais je m'en fous, mais d'une force, mais monumentale. Moi, ce qui m'intéresse, pas ce que tu as fait, c'est ce que tu es. C'est ce que Ok. tu es, ce que tu recherches. Qu'est-ce qu'est la boîte? Qu'est-ce qu'elle recherche? Est-ce que ça fit en fait? Tu sais, on parle de product market fit, on parle de founder market fit, mais on parle pas de, je sais pas moi, de compagnie employee market fit, tu vois. Et moi, c'est plutôt ça que je vais faire. Je vais plutôt chercher un fit. Est-ce que je sens qu'il y a un fit? Est-ce que je sens qu'à un moment donné, toi, ce que tu es et ce dont tu as besoin, parce que tu as besoin de quelque chose, c'est obligé. Est-ce que la boîte, ce qu'elle est, ce dont elle a besoin, ça fit? Est-ce qu'elle peut t'apporter ce que tu as besoin? Est-ce que tu peux apporter ce qu'elle a besoin à la boîte? Et tout le reste, pour moi, c'est du blabla. Et je veux dire, tu sais, ma politique RH, on peut en dire ce qu'on veut, mais bon, en 10 ans, et je vais me porter la poisse en disant ça, Non, non. mais on s'est tapé un prud'homme en 10 ans. Et pourtant, on en a eu des salariés, tu vois, et on a eu du turnover, un prud'homme, et il était volontaire. Et d'ailleurs, je m'en excuse auprès de lui. S'il me regarde, il a gagné. Donc, il a pris un bon pactole. D'ailleurs, faudrait que je le recontacte un jour, que je m'en excuse, parce que j'ai été un connard. Mais j'ai été un connard volontaire. Merci pour ces témoignages. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais finir, du coup, pour justement clôturer ce sujet des 10 ans? Mais en fait, tu sais, tu as une statistique, je crois, qui dit qu'il y a 4 entreprises sur 5 qui coulent dans les 3 premières années. Oui. Aujourd'hui, on est à 10 ans. Et en fait, il n'y a pas que nous qui avons 10 ans. Il y a même nos franchisés qui ont 10 ans. Enfin, pas qui ont 10 ans, mais qui sont tous développés au fur et à mesure de quand ils sont arrivés dans le pipe, là, dans la timeline. Déjà, beaucoup de gratitude. Même si ça fait très cliché, Non. mais beaucoup de gratitude, beaucoup de remerciements pour tout le monde. Parce que, tu sais, je te disais tout à l'heure, remerciements pour ma femme, qui pendant 10 ans, tu sais, c'est long, 10 ans. 10 ans où tu as un gars qui est obsédé par quelqu'un d'autre que toi, tu vois. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui pêche dans les couples, tu vois. Tu vois, je t'ai dit mon travail et ma passion. Je t'ai pas dit ma femme et ma passion. Horrible ce que je viens de dire. Donc, remerciements pour ma femme, pour ma famille, tu sais, tes parents. Moi, je me rappelle ma mère, et même encore aujourd'hui, où elle se fait du souci. Parce que les histoires, tu t'exportes de visa, pas visa. Des fois, au coin d'une table, ça entend que, là, récemment, on a eu un contrôle fiscal. Elle entend que c'est notre 3e contrôle fiscal. Donc, c'est une maman qui a son fils qui a un contrôle fiscal. Elle n'est pas bien, elle n'est pas sereine. C'est ça, en fait. Les franchisés qui nous suivent, les coachs, toutes ces personnes-là, en fait, moi, je vis une vie de rêve. Tu sais, aujourd'hui, ma vie, elle est. J'aurais voulu la dessiner, j'aurais voulu l'écrire. Aujourd'hui, ça pourrait pas être autrement en fait. Oui, évidemment, tu as des petites merdes au quotidien, pas des petites, même des grosses merdes au quotidien, que sur le coup, tu dis j'aimerais bien qu'elles m'arrivent pas, mais bon, tu sais, c'est l'histoire des hauts et des bas. Si c'était plat, ce serait pas excitant. Et ouais, l'électrocardiogramme, c'est que tu vis, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, c'est C'est vrai. un de nos slogans, l'électrocardiogramme. Donc, ouais, ça va en haut, ça va en bas, et t'apprécies mieux quand t'es en haut, quand t'as été en bas. Ouais, on a fait 10 ans. Je pense que c'est une belle validation, 10 ans. C'est ma fille a 11 ans, mon fils a 10 ans. Tu sais, ils sont en train de se préparer là aux 10 prochaines années qui sont l'adolescence. Donc, en fait, on était enfant. De 0 à 10 ans, t'es enfant, tu vois. C'est une belle métaphore. T'es là pour apprendre, t'es là pour te construire, t'es là pour emmagasiner des valeurs, t'es là pour déterminer qui tu es. Les 10 années de 10 ans à 20 ans, là tu passes à l'adolescence. Et on dit tout le temps que c'est les plus belles années. C'est l'insouciance, mais en même temps tu commences à construire l'adulte que tu seras. Ben ouais, si dans 10 ans on fait l'IPO et après on devient une boîte adulte et on verra ce qu'on fera quand on sera adulte. Ouais, maintenant sois adolescent avec cette folie. Toujours garder cette folie que j'ai envie qu'on garde, mais en même temps cette conscience des responsabilités qu'on n'avait peut-être pas dans les 10 dernières années. Et voilà, en fait, j'ai juste envie de dire que tous ceux qui ont envie de faire partie de ça, tous ceux qui se disent le nouveau challenge là, partir de là où ils sont, être une part de ça et aller chercher cette IPO, cette introduction en bourse, il y a un vrai chemin. Venez avec nous, enfin il y a un chemin, il y a une vraie destination. C'est pas juste développer pour développer. J'ai envie que ça résonne dans la tête des gens, j'ai envie que ça résonne dans la tête des franchisés, des coachs ou de l'équipe et de se dire ok, je sais où je vais, il y a un chemin. Les 10 premières années, on n'avait pas vraiment de vision. Enfin, on avait une vision, mais
On n'est pas une vraie destination, on savait juste qu'on allait vers là-bas. Là, maintenant, ça y est, l'azimut, il est tracé. 32 degrés nord, là, il y a un azimut, on fonce, on y va. Donc, ceux que ça excite, venez, il y a de la place. Et je dis toujours, chez eBay, on sait comment on rentre, on ne sait pas comment en sortir. En bien ou en mal, il y a des places qui se dessinent, tu vois. Ceux qui ont envie de nous rejoindre, rejoignez-nous. Et c'est pas trop tard. Qu'on soit franchisé, je te dis, il y a des gens qui ont commencé à ouvrir des studios il y a 2 ans. Ils sont à 3-4 studios aujourd'hui. Donc, tu sais, il y a de la place sur le marché, il y a de la place dans l'équipe, il y a de la place au niveau international, il y a de la place partout en fait. Juste si quelqu'un se reconnaît là-dedans, si quelqu'un sent son ikigai là-dedans, là, viens, rejoins-nous. C'est le moment de monter à bord avec les 10 prochaines années qui vont se vivre comme une belle période d'adolescence où c'est la période de construction, de rébellion et d'envie de foncer. Et surtout pas regretter les 10 premières années, pas rester bloqué dans ouais c'était mieux avant. Tu sais, on a beaucoup ce truc là, ouais c'était mieux avant, ouais c'était différent, c'était une époque. De 0 à 10 ans c'est bien là, mais de 10 à 20 ça sera bien, de 20 à 30 ça sera cool. Surtout pas chercher à comparer ce qu'on a fait avant ou à ce qu'on a été avant. Il y aura de nouvelles choses qui vont arriver, des choses différentes, mieux, moins bien. Et s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, qui viennent. Et d'ailleurs je suis très content que tu fasses partie de l'équipe. Merci, je suis très contente de faire partie de l'équipe et de l'aventure et de dessiner ces 10 prochaines années parce que c'est le moment le plus fort et en même temps le moment le plus charnière. C'est un vrai carrefour stratégique où du coup il faut y aller et foncer. Suivre aussi les ambitions du réseau et les tiennes. Et c'est hyper challengeant donc je suis très contente de faire partie de l'aventure. Merci. Adri, merci. Merci à toi. On se retrouve ici sur cette terrasse dans 10 ans du coup. J'espère avant. Non mais j'aime bien le lieu, pourquoi pas tu sais, venir régulièrement là pour… Faire un petit point. Ouais, pourquoi pas. On se donne rendez-vous une fois par an alors. Pourquoi pas. Allez, et à New York l'année prochaine pour le prochain bilan. Merci beaucoup. Merci à toi.